Hello, everyone. Thank you for attending our webinar today. I will be your host. I'm delighted to have you on board for our webinar on Industrie 4.0, l'écosystème de Singapour, accélérateur de la digitalisation. Myself, I'm Thomas Gerardo. I represent the French Chamber of Commerce today. So welcome to our guest speakers. Thank you very much for being here today. So we have Zilin Sim, a Regional Vice President, International Marketing for Europe from EDB. Thank you for being here today. We have Jackie Tan from the World Economic Forum and Project Fellow. Thank you very much for being here today. We're delighted to have you on board. We have Olivier Maté, VP Sales APAC from Spare Parts 3D. Thank you for being here today. And Jean-François Ad, Managing Director, Madcore Technology and Services from CETIB. So thank you very much. Zilin, the floor is yours. I'll let you share your slides. Thank you. Thank you so much. Can you see my slides? Yes, thank you. Wonderful. I said to the rest of the panelists, I'll be practicing my French this morning. So if you guys have any questions, please feel free to shoot those questions over in French or in English. I'll do my best to answer. So, bonjour, merci à la Chambre de commerce française de Singapour pour l'opportunité de partager avec vous les dernières nouvelles en fait, de l'écosystème de l'industrie 4 à Singapour. Moi, je suis basé à Paris et je couvre en fait nos partenariats de l'EDB Singapour avec tout l'Europe. Et quelques mots sur en fait l'organisation EDB. C'est en effet l'agence gouvernementale qui définit les stratégies d'économie du pays et les stratégies industrielles des pays également, puis ensuite les mettre en place grâce aux initiatives et des financements. Nous aidons également les entreprises souhaitant se développer en Asie et à Singapour avec des informations, des contacts, des outils et des subventions et financements. Asie du Sud-Est est une région extrêmement dynamique, avec une croissance de PIB d'environ 5% par an depuis 10 ans. C'est aujourd'hui la 7e plus grande économie du monde et devrait aussi devenir la 4e économie du monde avant 2030. Donc, c'est moins de 10 ans, en fait. On aura une croissance très, très importante dans la région. Les opportunités, donc, pour les entreprises industrielles dans la région sont donc extrêmement immenses. Et Singapour est au centre, en fait, de cette croissance. L'industrie est un axe de priorité nationale, en fait, pour notre pays, contribuant à un 5e de notre PIB depuis les dernières 10-20 ans. Et la stratégie en fait de EDB et de Singapour, c'est de garder, on va dire, la manufacturing industrie, vraiment un axe principal de notre pays, notre économie dans les années qui viennent. Donc, on veut en fait que l'industrie soit au moins 20% de notre économie. Et c'est aussi, Singapour, c'est également en fait le 4e plus grand exporteur de produits high-tech depuis quelques années également. Vous voyez, en fait, si vous êtes dans le secteur de la biochimie ou le semi-conducteur, il y a de fortes chances que vos équipements proviennent en fait d'un fournisseur basé à Singapour. 5 sur 10 en fait, des médicaments les plus vendus du monde sont aussi produits à Singapour et c'est le premier hub logistique en Asie depuis 2007 en fonction de son efficacité et de son compétence en fait, classé par plusieurs consultant global. On peut voir aussi sur le diapo. Pour tout ce qui est électronique, nous produisons en fait 25% de tous les équipements globaux en fait depuis 2017. Donc, ce sont des secteurs qui sont phares à Singapour, tout ce qui est secteur de haute valeur ajoutée. Malgré la pandémie, Singapour en fait a connu un record en fait d'investissement étranger d'environ de 8 milliards d'euros en 2021. Ça, c'est vraiment quelque chose parce que vous savez très bien que pendant la pandémie, tous les pays ont été touchés, Singapour également. Et ça n'a pas empêché en fait les investissements très importants venant de différents groupes en fait européens que vous pouvez voir ici. Je ne vais pas citer tous les exemples depuis tous les ans, toutes ces années-là, mais c'est juste les exemples de ces dernières années en fait qui avaient lieu à Singapour. Des vaccins du groupe français Sanofi, aux électroménagers haut de gamme de Dyson, aux fibres aéronautiques durables du groupe finlandais Nestlé, aux énergies propres en fait du groupe portugais EDPR. La tech et l'agroalimentaire font également partie de cet écosystème Industrie 4 à Singapour. Et
qu'est-ce qu'on a fait en fait pour développer cet écosystème qui est très très en fait important pour nos groupes en fait, nos investisseurs et nos partenaires en Europe. En fait, EDB continue à mettre en place des centres de recherche et des pôles de compétitivité qui met en contact les offres de solutions de la fabrication avancée et les adopteurs de ces compétences. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'adoption à Singapour, vous n'allez pas avoir un book, en fait, une sorte de book en fait vertueux qui va accélérer en fait le développement des nouvelles solutions en fait dans notre pays. Donc voici un exemple en fait, voilà quelques exemples des partenaires à Singapour qui pourraient vous accompagner en fait le développement de vos activités de production, non seulement à Singapour, mais aussi dans d'autres parts industrielles dans la région. Vous voyez bien en fait par exemple Balio, c'est une entreprise en fait qui a un centre de recherche en fait pour tout ce qui est robotique avancé à Singapour. Vous avez aussi Schneider Electric qui est très présent aussi à Singapour et dans la région. Donc, vous êtes bien entouré en fait par ces acteurs qui peuvent vous accompagner en fait dans votre développement Industrie 4. Nous avons aussi mis en place des programmes nationaux qui font du matching entre en fait les solution providers et aussi les adopteurs de l'industrie 4. Quelques exemples, hein, vous avez National Additive Manufacturing Innovation Cluster, NAMIC. On va dire cette pôle de compétitivité a beaucoup développé l'écosystème de fabrication 3D à Singapour. Aujourd'hui, après 10 ans d'investissement, en fait, Singapour contribue 40% au marché en fait de 3D printing en Asie du Sud-Est. Donc, pour un petit pays comme Singapour, 40% de cette marché en fait en pleine croissance vient de Singapour. Donc, il y a beaucoup de chances en fait que votre premier client et votre premier partenaire d'innovation vienne de Singapour aussi. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est IoT, industriel, Industrie 4, nous avons aussi financé des centres de recherche qui ont des objectifs en fait, de collaborer avec l'industrie. Ils n'aiment pas trop qu'on vous dise ça, mais en fait, s'ils n'ont pas de collaborateurs industriels, ils n'auront pas en fait de financement de l'État singapourien. Donc, c'est très important qu'ils trouvent des partenaires. Ça les rend un peu plus à l'écoute en fait de problématiques venant en fait de nos industriels en Europe. Quelques exemples hein, des grands groupes européens qui sont déjà présents à Singapour. Ils collaborent énormément avec les centres de recherche que j'ai cités précédemment. Et ce sont aussi des adopteurs, des clients, des co-innovateurs possibles en fait pour vous. Évidemment, je n'ai pas tout cité, j'ai juste présenté quelques exemples des industries dans le semi-conducteur, dans les capteurs, donc on va dire des électroménagères haut de gamme, et aussi tout ce qui est, on va dire, warehouse management et également de medtech. Donc, en fait, ce sont des secteurs assez variés à Singapour et ils n'ont pas que en fait, leur siège administratif, ils ont aussi les activités de l'innovation et de production aussi à Singapour. Alors, si vous êtes intéressé maintenant par Singapour et les opportunités, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Donc pour les diapos que je vais présenter dans quelques instants, c'est quelques idées voilà, pour que vous puissiez peut-être planifier un petit voyage à Singapour, vu qu'il fait très chaud, voilà, mais il ne fait pas aussi chaud qu'en France, pendant l'été évidemment. Et vous pouvez aussi, bien sûr, visiter les autres pays en Asie du Sud-Est et profiter de la culture, de la cuisine dans la région. Je vais parler un petit peu de tourisme en fait, pendant le webinaire. Alors, si vous êtes à Singapour, il y a plusieurs centres en fait, qui sont intéressants pour vous en fonction de votre secteur. Si vous êtes dans le secteur en fait, de biochimie, par exemple, les sciences vivantes, il faut absolument visiter en fait, One North Biopolis parce que tous vos clients, tous vos partenaires seraient probablement là-bas. Pour les entreprises dans le secteur aéronautique, en fait, il y a Seletar Aerospace Park qui est très soutenu par EDB également. Et vous trouvez les entreprises comme Rolls-Royce, Airbus, ils sont tous là-bas. Et en fait, ça permet de faire de la recherche en fait sans se soucier en fait de la sécurité. Vous avez Jurong Island, c'est un des plus grands hubs en fait de produits chimiques en fait dans le monde et aussi des produits venant en fait des différentes sources en fait, par exemple fossiles, etc. Vous avez plus de 100 entreprises en fait qui sont sur cette île-là et en fait l'avantage c'est qu'ils n'ont pas besoin de transporter des produits chimiques en fait à cause de camions, etc. Les entreprises sont dans un cluster, ils sont juste à côté de l'un à l'autre et ça permet en fait d'économiser beaucoup en fait au niveau logistique. Et c'est pour ça que cette île s'est beaucoup développée dans les derniers 30-40 ans. Nous développons aussi un nouveau district, on va dire, un nouveau hub en fait, aussi à Singapour,
qui permet aux entreprises de fabrication de bien gagner du temps et de bien gagner de l'argent aussi, en fait, surtout au niveau logistique. Je vous donne quelques exemples, hein. Vous avez des entreprises, au lieu d'avoir tous vos biens, tous vos produits, en fait, qui sont transportés sur Terre, bah, en fait, il y a des ponts entre les bâtiments qui permettent, en fait, au personnel et aussi les cyclistes de se déplacer facilement. Et en fait, tous les biens seront transportés sous-sol. Comme ça, il y aura beaucoup moins d'embouteillages et beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins d'impact sur, en fait, les résidences qui sont à côté aussi, ces hubs. Donc, ça sera vraiment un hub complet avec les entreprises comme Siemens, Makino, Sodexo qui sont déjà sur place. BIM, en fait, c'est une entreprise française, hein, qui fait partie du groupe EDA, qui est déjà en fait dans ce hub. Donc, si jamais, voilà, si vous êtes à Singapour, n'hésitez pas à nous contacter. On pourrait aussi organiser quelque chose pour vous grâce aux développeurs en fait de JIP. On a aussi financé 2 Model Factory, hein, c'est 2 usines en fait au centre de au centre recherche qui produisent vraiment en fait pour les entreprises en petite échelle. Ça permet de comprendre en fait les problématiques et difficultés rencontrées par les technologies et de vraiment tester en fait en vrai. Donc vous avez un centre à Syntec et un autre centre à Advanced Manufacturing Technology Center. Ça vous permet de vraiment tester votre solution dans une vraie usine et pas que dans un laboratoire. Alors, si vous avez un petit peu de temps, en fait, dans les mois qui viennent, on vous conseille vraiment de venir, en fait, participer à cet événement Industrial Transformation Asia Pacific, ITEP. En fait, si vous connaissez un nouveau Messier qui est en France, enfin, en Allemagne, bah, vous avez l'équivalent, en fait, de cet événement très important en Asie à Singapour. Et ça sera le 18 au 20 octobre. Et c'est vraiment une opportunité en fait pour les entreprises de trouver des nouveaux clients, etc. D'ailleurs, si vous êtes en fait à Hannover Messe euh, dans 2 semaines, nous organisons aussi une table ronde pour les senior exécutifs. Je vous mets le lien évidemment dans le chat pour que vous puissiez en fait participer si vous êtes en Allemagne dans 2 semaines. Voilà, ça c'est un petit résumé avant que je termine ma présentation. Singapour, en fait, est vraiment pas loin de tous les pays en pleine croissance autour de Singapour. 3, 4 heures, 5 heures en fait, de vol maximum. Vous avez les accords en fait, de libre-échange qui couvrent 85% en fait, du PIB dans la région. Et les entreprises à Singapour n'ont pas seulement leurs activités à Singapour. Ils utilisent en fait souvent le modèle Singapour Plus. En fait, ils ont peut-être certains centres d'innovation, des usines en fait de haute valeur ajoutée où il faut protéger les brevets à Singapour. Et ensuite, ils ont peut-être tout ce qui est surface finishing, les traitements de surface, etc. À Batam, par exemple, juste à côté, 45 minutes en bateau, ou en Malaisie, 1 heure en voiture. Ça permet vraiment d'avoir un mélange de deux mondes. En fait. Vous avez aussi la protection du régime IP à Singapour, mais aussi le coût qui est beaucoup plus intéressant, qui est juste à côté de Singapour, à 45 minutes à 1 heure. Et vous avez aussi des talents digital aussi à Singapour et les talents très compétitifs aussi à Nongsa Digital Park, encore juste à côté de Singapour. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par email. Et je vous ai mis un petit site ici, go.gov.sg/advanced manufacturing. C'est en fait une sélection des petits cours, des petites ressources en fait, qui vous aident à comprendre les opportunités dans la région et même comprendre comment créer en fait une entreprise, une filiale à Singapour également. Vous trouvez également une vidéo en fait faite par la Chambre de commerce. Donc, je vous invite en fait de découvrir en fait cette ressource qui est totalement gratuite et mise en place par ODB et nos partenaires. Voilà, merci beaucoup de votre temps et n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci Zilim. Thank you, Zilim. It was great. Your French was amazing. Thank you. Depends on the time of the day. Great. Now, please let me introduce Mr. Jackie Tan from the World Economic Forum. If you would like to share your slides. Thank you. No problem. Allow me to share my screen. All right, I hope you can see my screen clearly. Great, thank you. Perfect, thank you. So good morning and good afternoon, everyone. First of all, thank you to the French Chamber of Commerce of Singapore for inviting me to present about our initiative. My name is Jackie. In my presentation today,
I will share about the Global Smart Industry Readiness Index, the initiative that we first started with EDB, but then this got recognized by the World Economic Forum. In my sharing today, I'll give you a quick overview about what is SIRI, or what is the Smart Industry Readiness Index, a quick glance about the official SIRI assessment, or we call it OSA. I also share a recent publication that we made in February this year that details about the companies that have actually completed the official SIRI assessments, and of course some case study and outcome of what it entails for companies who actually completed the official SIRI assessments. Now, first of all, the Smart Industry Readiness Index is a framework that we designed back in 2017 together with EDB. Objectively, it helps companies to understand where they are today in the context of Industry 4.0, so it's more like a diagnostic tool. And of course, at the same time, allow companies to understand where they can move on to the next level, ultimately reaping the benefits of Industry 4.0. It is a validated methodology that has been reviewed by experts, and of course, leading consulting firms and technology providers. It's the independent standards whereby there's a formal assessment that will be conducted by what we call certified SIRI assessor. It has referenced quite a few let's say standards and publication globally, and this becomes the pro standards of what we call the Industry 4.0. And finally, this framework is a quantitative approach whereby it's guided by an expert throughout the assessment journey. Within the whole framework itself, it covers process, technology, and organizations. I will not go into the details of this due to time, but just give you an overview that it's not just a technology assessment, it actually covers the whole process, technology, and of course, the organization of the company. Now, the standard today is recognized by the World Economic Forum as the international standards. It builds on the world's largest data sets and benchmark against factories. And of course, it really helps companies to catalyze the whole digital transformation journey. As of today, we have about 150 certified SIRI assessors globally. Of course, this pool of assessors keep on growing. So we have assessors coming from TÜV, from McKinsey, Accenture, and even all the way to top technology providers like Yokogawa. So we have seen quite a huge momentum of assessors coming on board really to help companies to transform towards digital transformations. Now, the official SIRI assessment, this is performed, as I mentioned, by a certified SIRI assessor. The assessment itself is an independent assessment of a factory. So it's a factory-focused assessment that helps a company to evaluate the current stats of the organizations, identify high areas to focus on, really look into which area is the biggest gaps and where are the quick wins project, and of course benchmarked the factory performance against the industry peers. The effort itself is about 2 days effort, whereby the companies will deploy the senior executive with the assessor to go through the whole assessment journey. So it's not a 2 weeks or 2 months project, it simply could be done within a 2 days effort, of course, with prior preparations. Now, upon completion of an official SIRI assessment, the company will receive an official SIRI assessment report, which is a standardized template, whereby it gives the company a glance about the current state of the factory against the SIRI standards. It also provides benchmarking information against the industry. Of course, it can be also against the whole sector itself, and of course, areas for improvement. So this is really the strength, the power of the SIRI assessment that gives you that information on these few aspects. Today, the SIRI has been actually adopted globally by more than 850 companies and across 35 countries. Within the split itself, we actually classify them into 14 industry groups. So this is where companies themselves is able to benchmark themselves within a specific industry where he or she belongs to. So that this strength where you can actually do a certain benchmarking and of course identify areas for improvements. Just this year, based on the project with the World Economic Forum and of course with Singapore EDB, we have actually released a publications that details about the Global SIRI initiative. This is an 18-month project between EDB and the forum where we draw close to 600 companies data across 30 countries. In this report itself, this is actually a public achievement. You're able to download the report itself. But in today's presentation, I'll give you a quick snapshots about where are the industry today and what are the few case studies that we can share with you. Now, based on the analysis that we have done together, we do see that as compared to 2019, the first publication to today, 2022, we do see that semiconductor
industry is still leading the pack. They are still in the front leading, let's say, industry 4.0 sector. The reason why we see that is, of course, they always cater to the demands, and we do see still shortages of semiconductor today. However, we do see that as a group, semiconductor is really leading the way for digital transformations. This is followed with electronics industry as well. Similarly, we do see that there's a huge spike in the whole electronic industry. Companies are really, let's say, fast tracking their digital transformations. And finally, we have pharmaceuticals, energy and chemicals, and of course, logistics is catching on board. So across the 14 sectors, we really see these 5 are the top ranking performance in terms of their maturity. Of course, within every specific industry, there's a specific strength, and of course, areas where they can really look into as well. Now, if you look into the 14 industry that I mentioned just now, we do see that there are certain industry are very high in terms of their series maturity. Of course, we do see series variants as well, whereby there's a huge varieties of companies within the industry group. So this graph, just to give you an overview, where we are today across the different industry, what is their current maturity, and how, what is the variety they have today, how high are the variants or how low are the variants against the specific industry. And this, of course, for more information about the industry, I do recommend looking into the reports so that you can get a better overview about the specific performance of individual groups. At the same time, what we have done here, we actually analyzed what we call a 3B maturity benchmark that give companies or give you an overview about, across the 600 companies that have done the series assessment, what are the top tier performance, let's say in the dimensions, across the 6 dimensions in green, what are the mid-tier performing industry, and what are the bottom 10 performing dimensions. If you look into this graph right now, you can look into shop floor connectivity, which is point number 5, and enterprise connectivity. If you look into that, the top performing industry, they actually do very well in terms of the connectivity, let's say, integrations. However, look into the mid and the bottom industry, they are quite weak or relatively, growing slowly in terms of their connectivity. This you can see that, for advanced company, they really look into integration or total integration of their factories, and of course the supply chain, of course, linking to their customers. So that's where we do see that there's a huge, let's say, gaps in that area. At the same time, we look into the graph performance itself between the mid and the top. They're quite similar floor, and of course with the bottom tier as well. So this signify that there's a need for companies as part of their digitalization journey to really focus on, let's say, not just digitizing their processes, but of course looking into how can they be better integrated and connected within the processes, and of course with their suppliers and customers. Similarly, we look into performance of MNC and SME, so multinational companies and small medium enterprises. Sometimes we look into the profile looks quite similar actually in terms of the overall performance. Of course, there's a step 1 gap delta between the SME and MNC industry. However, look into the overall, let's say, floor, they look quite similar. Especially you look into the point number 8 on enterprise connectivity, that's still the biggest focus of many companies in this whole integration journey. Just bringing 2 case studies here. Number 1 is Pepper and Fuchs. It's a German, let's say, SME. In that context, they actually implemented the first official series assessment, or we call it OSA, back in 2018. Beyond that, they actually look into a roadmap for their digital transformations, and then of course look into the right technology, the right solutions to really help them intervene the whole processes in their factories. And what they have done upon completion of all digital transformations, they do a reassessment in 2021 to make sure that they are moving on the right track within the right dimension. So there you can see that companies use a series assessments to help them to measure where they are today. Of course, ensuring that they are moving on the right track along the transformation journey. So it's not a one-off assessment, it's actually a quite recurring assessment to make sure that you're always on the right track, and of course, implement the right solutions and technology to address your business needs. The second case study I'm bringing here is really from a government agency in Turkey. So they actually support automotive sectors in their whole industry's transformations. What they have done, Max itself, they actually uses series in the 5-step process. First of all, they build in-house competencies, so they trained
their internal team to become a certified CV assessor. Phase 2, they actually do a series of outreach events to create awareness about digital transformations and how could companies implement CV in their digital transformations. Phase 3, they actually conduct an official CV assessment, or quite a series of official CV assessments to really help companies to catalyze the whole transformation journey. And Phase 4, they start to look into the results, the performance of the automotive sector in the country, and really identify where the common gaps and common challenges, and of course, common opportunities. Following that, they really look into a 5-week program to design what we call in-house Industry 4.0 roadmap to really help the whole automotive industry to transform and of course to be more connected, integrated with one another. So you can see that specific companies like Pepper and Fuchs focusing in really transforming the factory, ensuring they're on the right track. A government sector like MES to look into the whole industry is transforming with a guided approach, and the similar opportunities with this needs as well. So that's where I really want to share with you really how CV has started from 2017 from the assessment and now become a world economic tools to help companies to transform digitally, systematically, and of course, holistically in their whole, let's say, digital transformation journey. With that, I come to the end of my presentation. I thank you very much for your attention. Of course, you're welcome to download the reports from this link as well. Thank you. Thank you very much, Jackie. Thank you. Very insightful about the Siri tool. Thank you for sharing. I'll now share my screen for Jean-François to share with us. Can everybody see my screen? Jean-François, we can't hear you. I just wanted to unmute. Thank you so much. Thank you for this very nice presentation, Jackie and Zilin. So on my side, I will introduce the part. So we have the insight from a Singaporean side and from World Economic Forum. I will not talk about the side of French companies that wanted to come to Singapore in order to expand from Singapore and in ASEAN and to develop its Industry 4.0 knowledge with industrial company and IT company present in Singapore. So next slide. So just I will introduce briefly the company. So CETIM is the first technological institute of mechanics in France. It has been created in 1965 to support R&D and innovation and bring possibilities and capabilities to SMEs and to very small companies to have access to research and development. Often, small companies have a lot of ideas, not a lot of resources. They definitively do not have a R&D department. They do not have a innovation department. So the goal of CETIM is to help them to have access to resources, both human and material, to progress and to develop their product. CETIM is the main technology partner for industry rollout in France. I will come back in a few minutes on the next slide. And since 2018, CETIM is present in Singapore in order to develop from Singapore the expertise that he has in France. Until the beginning of 2000, CETIM was mainly purely a French company operating in France and serving French customers. Early 2000, we decided to go beyond our borders, and we started with Morocco to support some of our customers who were manufacturing in Morocco, especially in the aerospace sector, companies like Safran or Airbus. Later on, in 2010, as you mentioned, Zilin, Singapore and Asia has a very large growth rate and the most dynamic growth rate in the world. And so because all our markets are present in this, all our markets are present
from aerospace, oil and gas, energy, automotive. We decided to move towards Asia Pacific and to get a headquarters in Asia. So of course we have selected Singapore because the particularity of our business, and especially in the technology 4.0 development, and now we will talk soon about technology industry 5.0. All the actors were present to help us to further develop, and also we wish to help our customers, our partners in France, to come with us in Singapore and to develop, so we can develop together new markets. Okay, next slide. So briefly the numbers in figures. So we are a small company compared to what we have said before, but just to say that 50% of our turnover is related to R&D and innovation, both for industrial but also research co-finance project with university and research center, this is an area that we are developing also here in Singapore. We are addressing on the other part engineering services, all the markets from oil and gas, energy, aerospace, as I mentioned before, but not only for the SMEs but also for the MSM. Next slide. So I will not go too much over this slide. It's just to show you that in mechanical industry, we are present and active and expert in all these areas which are related to the mechanical engineering and to the mechanical industry. And of course, one of them is Industry 4.0, because it encompasses a lot of other activities and a lot of other centers of excellence that we have. One of the main particularities is that, okay, we do a lot of development, we do a lot of research and development, but we have also to grow the people. And we have developed our own CETIM Academy, which is very important to develop wherever we are, in France or abroad, the capabilities of the engineers and the knowledge of the engineer. We have more than 450 training programs, experts from all over the world, of course, mainly in France because it started there, but now we are developing very actively trainings with academic worldwide. We started with NUS and NTU, with whom we have already a partnership to provide training in their curriculum. Could be PhD, masters, or other professional development curriculum. Next slide. So briefly, we are present. We have a worldwide market coverage, presence in Malaysia and in Singapore, presence in Morocco and in Tunisia, of course in France, with a lot of partners in Germany, Italy, Belgium. So to introduce CETIM in Asia Pacific, CETIM work with Matcore since numerous years, but in 2018 they decided to merge, so CETIM Matcore became the technology engineering platform of the Asia Pacific. We support all the industries. We have completed over 10,000 projects in various activities, from failure analysis, forensic engineering, but also 3D scanning and data processing, Industry 4.0, and training, as I mentioned. We are serving all the type of companies in Singapore, MNCs, SMEs, or large corporate like ExxonMobil, Shell, Senoko, Tuas, etc. in all the activities. We want to develop actively, and we are developing actively, partnership with universities and with R&D institutions. Zilin, you mentioned ARTC, you mentioned Simtech. These are companies with whom we are working or partnering. And for universities, we have already
master research agreement with NUS, NTU, and some other polytechnics. Okay, of course, NAMIC, we are part of NAMIC. Aside from the development with the academic and the R&D institution, we are also doing development with industrials, not only engineering services, but also R&D, common R&D projects that we are developing with them. I cannot enter into details, but we are working with some offshore company working offshore with a large float of vessels, and we are trying to work with them on a kind of digital twins to monitor the corrosion and the cathodic protection of their vessel at any point in time and around the globe. And this we are doing from Singapore. The next one. So in France, we have been at the beginning of Alliance Industrie du Futur, which is kind of Industry 4.0 from the very beginning. We started in 2010. The idea is to federate all the companies, SMEs, MNCs working in the manufacturing sector or the mechanical sector in order to develop common R&D programs to go to allow them to go to their digital transformation. It could be robotization, automatization, but it also could be a large digital twin project, as I mentioned before. We are developing. We have on the European ground. We have 10 years, more than 10 now. It's more like 20 European R&D projects underway. Mainly in the IoT twins, which is a digital twin of machining center, corrosion monitoring of nuclear waste cases, etc., etc. We are very, very active in this area. Also very important, we are supporting and helping the company in their digital transformation. So when you see that plus 1,000 Industry 4.0 diagnosis, that means that a small companies say, okay, I want Industry 4.0 in my company. What should I do? Where should I start? What is the roadmap, etc. So we go with them and we do a first study, so the first diagnosis with them, and after that we prepare together a roadmap with milestones to which they will achieve in order to go further and further in their digitalization and Industry 4.0 transformation. Next slide. So in the Industry 4.0, there are many actors. But what we have to know is that basically the most important is the data that you collect. So it could be usually it's the raw data that you acquired from readings at the site, or readings that you collect through sensors, etc. And after that, you have to work on these data in order to go to a complete model with a high added value for the complete robot, completely autonomous factories, completely autonomous sites. This morning I was discussing with two customers. So one is in the oil and gas sector, and he said we are working together for platforms that will be completely unmanned. That means completely controlled from shore, and only critical or preventive intervention will be done offshore. Another company which was very impressive, from their Kuala Lumpur center and control room, they control all the rooms, all their facilities, and there are more than 100 in Asia Pacific, only from the control room. So there are almost no people dedicated to control or getting the data on the various platforms. They are all done inside this room. And I've seen the room; it's very impressive. It looks like you are 50 years ahead.
So this one is a little bit complex, but it's a little bit. Zilin presented one slide with all the actors in the industry 4.0. So there are both two big families of actors. There are the information technologies company, IT companies, and there are the operational technology company. In order for industry 4.0, with the help of AI, in order to be successful and to go beyond what we are doing today, we have to take all these actors in mind because we need them. Okay, so if you remember, Zilin presented you a company with companies for the cloud, company for the CRMs, company for we are doing PLC and SCADA. So all these companies are part of the industry 4.0 path and digital way. Next one, because this no, there were some few more slides. These are the all I had. Sorry. I think this is the best part of your presentation, Jean-François. No, you want me to share then? Yeah, please go ahead. So I will let me try to share. So I think you cut my presentation. It's not. Sorry about that. It doesn't. It's not big deal. Do not worry. I will just to make sure that you see my screen. Do you see my screen or not? Yes, thank you. What are you seeing on my screen here? Slide 11, Industry 4.0 in FinTech. Okay, so it's just to illustrate Industry 4.0. It's really for all industrial application, from topological optimization of parts, reducing the volume, reducing the weight, so reducing the materials needed to build it, and or accelerated crash simulation when a car manufacturer wants to do a crash test. Usually it takes months and months and a lot of cars, but using AI, that means historical data that are combined with real data, you can really shorten and accelerate the validation cycle. You can also some application to discover and characterize new materials. This is very important application as well for the manufacturers. I will go because I cannot see my slide here, so I need to. Okay. Zoom, because I can see only the bar. Just give me 1 second. It's a bit noise. The video should. Why I don't see? I'm sorry, I cannot see. It's a pity because I had another slide which is very important and which illustrates very well our cooperation here in Singapore. But I don't know why I have a problem of connection. Your screen sharing is paused, so stop sharing. I will excuse me. Apologize for this. I will share my screen again. Tac, tac, tac. Do you see my screen here? Or no? Yes. Okay. So this one is my last slide, and I wanted to go over it because it's a perfect illustration of what Industry 4.0 is. Who are the actors at Singapore level, international level? There is a big project in Singapore which is called the Descartes project, driven by CNRS, which is the first research institute in France, and under the CREATE program that is driven by NRF.
Okay, so we basically the aim of the project is Smart City 5.0. Smart City 5.0 encompasses a lot of different activities. So us at CETIM, with the expertise we have, and combining with the expertise of other universities and research centers like NTU, NUS, A-STAR, etc., combining with expertise and knowledge from French universities and from other industrial partners that are present in Singapore, we are developing AI-based decision-making in critical urban system, which is very much advanced technology 4.0 for many different applications. Our application it's simple. It's in order we want to be able to monitor in real time the status of each industrial equipment in Singapore by using drone and remote sensing. Okay, so we acquired some data, we simulate, we model it, we give a model, we take some the physical data on one side and the AI models on the other side. We combine all of that, and thanks to that, we can predict in advance the failure of any kind of equipment. Could be related to oil and gas, could be related to ports and the cranes, or structure or big infrastructure. Okay, so this is typically when a company in Europe or in France wants to export. I think Singapore is one of the best places to be in order to have the facilities and the experience and the expertise of all these companies. Okay, so just to finish, sorry, I've been a little bit long because of my problems of the thing. So we are hosting a very interesting webinar on Industry 4.0 on the 22nd of September. So you please join us. And also, as Zilin mentioned, we will be present at ITAP 2022 in Singapore under the French pavilion. So please visit us there. Okay, so I thank you very much, and sorry for the bad synchronization. Thank you, Jean-François. Thank you. Now you can share the things, and I think I will stop and come back. Great, thank you. I'd like to now introduce Olivier Maté from 3D Space Parts. Olivier, tu souhaites que je partage les slides ou... Oui, ça ne te dérange pas, c'est très bien. Avec plaisir. Bonjour à tous. Pour garder l'équilibre, du coup, je vais faire la présentation en français. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais, sans souci. Je m'appelle Olivier Maté, je suis à Singapour depuis une dizaine d'années maintenant. J'étais venu dans le cadre d'une expatriation pour une MNC française. Et je vais vous raconter mon histoire et l'histoire de Spare Part 3D, qui va illustrer un petit peu pourquoi Singapour est un incubateur d'industrie 4.0 et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours à Singapour. Notre vision est de travailler sur la simplification et la décarbonation des supply chains, sur toutes les pièces mécaniques, et on utilise l'impression 3D pour atteindre cet objectif. Vas-y. Spare Part 3D, nous sommes une entreprise qui a été fondée à Singapour fin 2015, début 2016. Notre CEO est rentré juste avant le Covid, en fait, pour des raisons familiales, et donc le siège l'a suivi. Et je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui, on a conservé en fait notre bureau à Singapour. Donc, notre entreprise aujourd'hui a son siège en France et une filiale à Singapour. Mais on a fait le voyage inverse du CETIM, qui était une entreprise française qui est venue s'installer à Singapour. On est une quinzaine aujourd'hui, principalement des équipes techniques et de développement. On fournit une solution software à nos clients. La mission qu'on s'est fixée, c'est de faciliter l'adoption de l'impression 3D aux clients industriels. Donc aujourd'hui, quand on va utiliser l'impression 3D, on entend beaucoup parler également de Digital Warehouse. L'objectif pour nos clients est de reshaper, de retravailler leur supply chain. Ils sont mis à mal depuis 3 ans
Et donc, en fait, tout le travail qui a été fait ces 50 dernières années peut être mis à jour grâce à l'impression 3D et aux inventaires digitaux. Ce n'est pas simple, c'est un cheminement. Et donc, on aide et on accompagne les clients dans cette mise à jour avec le prisme de l'impression 3D. Évidemment, on est agnostique en technologie pour accompagner nos clients. On a une expertise sur les différents plastiques et les méthodes d'impression, les différents métaux et même la céramique, notamment pour la partie semi-conducteur. Qu'est-ce que l'on amène à nos clients? On leur amène de l'automatisation, c'est le principe d'utiliser le software, de la transparence, parce qu'on parle d'un changement majeur, on parle d'une disruption sur les supply chains. Ça veut dire qu'il y a un enjeu technique, mais également un enjeu humain. Et on ne peut pas adresser de la complexité. Enfin, nous, on pense que pour adresser cette complexité, on doit le faire avec de la simplicité et de la transparence, et c'est ce qu'on essaie d'amener à nos clients. Accuracy, c'est le côté field proven. On a aujourd'hui runné plus d'1 million de pièces avec notre logiciel, et nos clients nous donnent le feedback que les résultats que l'on ramène sont de bonne qualité pour les aider. Next one. Ça, c'est notre solution qui répond en fait à 3 problématiques du marché. Et je m'arrêterai là après pour l'entreprise, je passerai sur Singapour. C'est quand on demande à un client quelles sont les problématiques pour adopter l'impression 3D, les 3 feedbacks principaux que nous recevons, c'est je ne sais pas identifier mes pièces, ou j'ai des données brutes, mais elles ne sont pas de bonne qualité. Qu'est-ce que je peux en faire? Une fois que j'ai identifié des pièces, c'est le coût du transfert de technologie, puisque j'ai des pièces que j'achète en méthode conventionnelle, et de fait, le coût de les mettre à jour pour l'impression 3D est trop cher. Et puis la troisième qui est avec qui je dois travailler, comment je qualifie, comment je certifie une pièce, comment je qualifie un fournisseur. Mais en fait, dans notre software, on répond à ces trois points. Le premier, c'est l'identification. On a développé une méthode qui permet d'analyser des dizaines de milliers de pièces, des centaines de milliers de pièces, basées, comme le disait Jean-François tout à l'heure, sur la data. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de recevoir des data, des ERP de nos clients, ERP économique, ERP technique, et grâce à la méthode que l'on automatise, être capable de leur donner une roadmap, une liste de priorités, des pièces qui sont techniquement attractives, techniquement intéressantes pour l'impression 3D, mais également économiquement intéressantes. Et ça leur permet d'allouer leurs ressources de façon intelligente sur des pièces qui ont un retour sur investissement très important et qui vont leur permettre de créer des quick wins et de générer une dynamique positive dans ce cheminement d'adoption de l'impression 3D. La deuxième partie, c'est la mise à jour de tous les plans de qualification, les plans de certification, donc en fait les bill of material, qui ont le petit nom de Digital Passport dans l'industrie 4.0. Donc, les aider à mettre à jour ces bill of material à moindre coût, avec typiquement l'assistance d'entreprises qui sont expertes dans l'ingénierie, comme le CETIM, comme ARTC. Et là, c'est notre job à nous, c'est de les aider à automatiser cette démarche. Ensuite, c'est la mise en relation avec les imprimeurs. Spare Part 3D, nous n'imprimons pas, nous n'avons pas de capacité d'impression, ce n'est pas notre métier. Et donc là, notre métier, notre valeur ajoutée, c'est de les mettre en relation avec des entreprises qui fabriquent, donc des services bureaux. Jilin le mentionnait tout à l'heure, 40% du marché de l'impression 3D en Asie vient de Singapour. Il y a déjà une économie qui est en place. Il y a également des imprimeurs qui sont sur des modèles plus low cost qui sont en Inde, en Malaisie ou en Chine. Donc, c'est aussi également de les aider à mettre en place ce panel de fournisseurs en lien avec leurs besoins. Alors, j'ai fini de parler de Spare Part 3D sur l'aspect business et je vous ai raconté un petit peu tout à l'heure. Donc, Spare Part 3D a été créé à Singapour. Tu peux prendre la slide suivante. Fin 2015. Oui, non, on peut passer. Ouais, nos clients sont plutôt des MNC au niveau global, avec des empreintes industrielles partout dans le monde, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Asie. Et on a démarré en 2015, en fait, dans le maritime, parce que Singapour avait démarré très tôt, avait identifié l'impression 3D comme étant un des enjeux majeurs des 20 années à venir, et donc a démarré des initiatives, notamment en créant NAMIC, qui est le cluster qui vient coordonner et faciliter l'adoption de la 3D dans l'écosystème de Singapour. Et donc, on a démarré, et ensuite, on a évangélisé d'autres industries. Aujourd'hui, les industries dans lesquelles on a le plus de traction, ce sont les industries lourdes, notamment l'oil and gas et la pétrochimie, et les semi-conducteurs. Et on a vu que ces industries ont des investissements assez majeurs dans la région. Donc, tu peux passer sur la slide suivante. Donc, la question, en fait, c'est pourquoi on reste à Singapour? Parce que finalement, on a retransféré une partie de nos équipes en Europe. On développe
depuis l'Europe les marchés américains et européens, et on développe depuis Singapour l'Asie et le Moyen-Orient. Et le premier avantage pour nous, c'est qu'il y a un focus de Singapour sur l'industrie 4.0 et l'additive manufacturing en particulier. Et cet écosystème est fondamental. Il y a de l'innovation, il y a des idées qui s'échangent et il y a des équipes en place pour l'animer. Donc ça, c'est très important parce qu'on reste en veille techno sur ce qui se fait de mieux dans le monde. Cet écosystème, il est animé par Namik, donc fait partie de Namik comme c'est team. Namik utilise notre software pour travailler avec ses clients, mais on travaille également avec les universités, STAR, SUTD, mais également NUS, NTU, qui sont en pointe au niveau de la formation de leurs équipes et donc des acteurs de demain de l'impression 3D. Mais également, ce qui est très intéressant à Singapour, c'est un des avantages de la taille, c'est qu'en fait, tous les stakeholders, que ce soit les utilisateurs, les équipementiers, les universités, les services, les engineering services, sont tous là, dans un rayon d'action de 40 km, et on peut interagir avec tout le monde. Et ça nous donne une force. On pourrait le faire aux États-Unis, mais le rayon d'action, c'est 4000 km. Donc, c'est un peu plus simple de le faire à Singapour. Et nos clients, des principaux marchés sont présents à Singapour, l'aérospace, les semi-conducteurs, le maritime, l'oil and gas et la pétrochimie ici. Et en fait, on travaille avec nos clients soit en direct sur le marché de Singapour, soit indirectement via leurs filiales. Et ça nous a permis en fait de rayonner dans la région et jusqu'au Moyen-Orient. Et on garde notre HQ régional à Singapour. Premièrement, il y a des easy to do business with. Hein, c'est quelque chose que Singapour promeut depuis très longtemps et c'est une réalité. Hein, c'est simple de faire grandir son entreprise, de l'installer à Singapour. Et il y a cette proximité que mentionnait Ziling un peu plus tôt. C'est très simple de se déplacer. On a eu ces 2 dernières années de grandes difficultés à se déplacer, mais finalement, même les entreprises qui étaient par le passé très réticentes à discuter avec vous en visio l'ont fait. Et là, on a l'avantage d'être dans le même jet lag. Donc, avoir un bureau en Europe et un bureau à Singapour, ça nous donne un équilibre pour couvrir le monde, alors que nous sommes une toute petite structure et c'est très efficace. Donc, voilà, c'est notre histoire à nous. On a fait le chemin inverse. On a été créé à Singapour et on y reste parce que c'est un avantage majeur en fait, pour équilibrer notre présence mondiale, quand bien même nous sommes une toute petite structure au niveau humain. Ce sera tout pour moi. Merci Olivier, merci. Merci à tous les speakers aujourd'hui. Je vais juste wrap up un petit peu aujourd'hui en vous parlant du pavillon France qu'on organise sur ITAP. Donc, comme a pu mentionner Jean-François et également Ziline, il y a le salon industriel transformation Asia-Pacifique qui se tient à Singapour du 18 au 20 octobre 2022 à Singapour Expo. Donc, c'est une véritable plateforme de réunion des acteurs clés des industries transformatives. Et on a la chance, avec la Chambre de commerce, la French Chamber of Commerce in Singapore, d'avoir un pavillon France. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'exposer à ITAP? Déjà, en quelques chiffres, c'est plusieurs milliers de visiteurs en présentiel de 70 pays. C'est une des plus grandes expositions à Singapour en personne depuis le début de la pandémie et ça permet d'avoir une visibilité super intéressante sur l'industrie transformative, donc de comprendre les enjeux et les tendances de l'industrie 4.0, rencontrer des clients potentiels, identifier des opportunités, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et merci pour votre attention. Thank you for your attention today. If you have any questions, please reach out in the chat or send us an email. Thank you very much.